Ça serait une introduction au microcontrôleur et à Cloud IoT Core. C'est-à-dire, on va voir comment on écrit du code pour un microcontrôleur et comment on finit par connecter un microcontrôleur dans le cloud. Juste avant de commencer, j'ai une petite question pour mieux vous comprendre et mieux savoir qui vous êtes. Petite question à main levée. Qui a déjà développé pour un microcontrôleur dans la salle, même un Hello World ou juste même un Hello World sur Arduino et tout? Ok, donc il y a à peu près 60% de la salle, c'est super. Vrais gens font vraies choses. Et on va commencer. Un microcontrôleur, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit intégré qui contient l'essentiel pour faire fonctionner un ordinateur. Donc dans un ordinateur, vous avez un CPU, de la RAM, de la ROM et des interfaces d'entrée-sortie. Et ben dans un microcontrôleur, vous avez exactement la même chose. Vous connaissez sûrement l'Arduino Nano, qui est une plateforme de prototypage assez connue et assez abordable. Et en fait, l'Arduino Nano, c'est toute cette carte bleue. Et le microcontrôleur, c'est cette petite partie noire qui est un Atmega 328. Alors c'est juste ça, le microcontrôleur, l'Atmega 328. Vous pouvez voir tout autour du microcontrôleur différentes petites broches, mais super minuscules, grises. Et vous savez, nous, si on achète un Atmega comme ça, on ne va pas s'amuser à connecter des trucs dessus parce que c'est beaucoup trop petit. Et c'est pour ça qu'on a un Arduino qui en fait relie toutes ces différentes broches à ces différentes broches qui sont beaucoup plus accessibles d'accès. L'avantage de cette plateforme de prototypage, c'est que ça fournit aussi par exemple des boutons ou de l'USB. Vous voyez là qu'il y a un port USB, ce qui est vraiment super utile parce qu'on peut connecter directement l'Arduino à notre ordinateur pour pouvoir l'alimenter en électricité, mais aussi pour pouvoir débugger. Donc encore une fois, le microcontrôleur, c'est juste cette petite partie-là qui contient l'essentiel pour faire fonctionner des programmes. Et la plaque de prototypage, qui est l'Arduino Nano, c'est une plaque qui permet de prototyper plus facilement pour le microcontrôleur Atmega 328. Donc là, l'Arduino Nano, c'est cadencé à 16 MHz et 2 kilobits de RAM. Donc autant vous dire que niveau puissance, c'est un peu claqué au sol. Mais heureusement, tu as des gars sûrs qui sont arrivés, c'est les Chinois, et ils ont sorti ça, qui est le SP8266. Donc, ils sont passés de, par exemple, ce microcontrôleur-là à celui-là qui passe de 16 MHz à 80 MHz. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup plus rapide. Et de 2 kg de RAM à 64 kilobits de RAM. Donc, c'est vraiment, vraiment plus rapide. Ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est qu'il y a une antenne. Et ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que, on peut écrire du code qui va pouvoir se connecter au réseau et pour pouvoir envoyer des données ou en recevoir. Donc en fait, dans ce microcontrôleur-là, encore une fois, le microcontrôleur, c'est la plaque noire qui est ici. Et la plaque bleue, c'est juste une plaque de prototypage pour nous aider. Mais vous pouvez juste acheter cette plaque noire, qui est le SP8266, et vous aurez accès à un microcontrôleur avec 80 MHz, une stack Wi-Fi. Donc s'il y a une stack Wi-Fi, vous pouvez faire tout ce qui est TCP, vous pouvez envoyer des requêtes HTTP ou communiquer avec des serveurs MQTT, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt cool. Mais vous savez, déjà on va voir si vous êtes intéressé par acheter ça. Donc ça c'est le Wemos DR Mini. On va voir à peu près combien ça coûte. Alors Wemos DR Mini, si vous allez sur AliExpress, ça va vous coûter 1,88 € avec 70 centimes de livraison. Donc ça veut dire que pour moins de 3 € livraison inclus, vous avez un ordinateur sur lequel vous pourrez programmer. Moi je trouve ça complètement ouf parce que la dernière fois je suis allé à la poste, j'ai envoyé juste une lettre, ils m'ont demandé 4 ou 5 €. Et là juste pour 3 €, on vous envoie un microcontrôleur avec stack Wi-Fi. Vous pouvez vous amuser, c'est complètement ouf. Et c'est vraiment suffisant pour faire tout ce que vous voulez. Mais nous on va pas s'arrêter là parce que les Chinois ne s'arrêtent jamais là. Ils sont passés, vous savez, de l'ESP8266 au successeur qui est beaucoup plus connu maintenant, qui est le SP32. Et là, on carbure parce qu'on passe de 80 MHz à 240 MHz, donc c'est à peu près la puissance d'un ordinateur des années 90, c'est complètement ouf. On voit pas très bien ici, mais il y a une antenne, encore une fois, qui est là. Et cette antenne, c'est à la fois une antenne Wi-Fi, comme pour le SP8266, mais c'est aussi une antenne pour le Bluetooth. C'est-à-dire que si vous voulez faire des objets connectés qui communiquent avec des serveurs Bluetooth ou communiquent avec des clients Bluetooth, eh bien vous pouvez, puisqu'il y a une stack Wi-Fi, mais il y a aussi une stack Bluetooth sur ce microcontrôleur. Si vous voulez, encore une fois, on peut voir qu'est-ce que le microcontrôleur. Donc le microcontrôleur, c'est vraiment ce petit truc-là, et qui est collé par-dessus une plaque qui est soudé par-dessus une plaque de prototypage pour nous aider. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez juste acheter ça. Là, on peut voir toutes les interfaces d'entrée-sortie derrière. Et vous pouvez faire votre propre plaque de prototypage et souder ça directement. Donc ça va vous coûter quasiment rien puisque vous en achetez des quantités énormes et ça coûte pas très cher à produire. Vous faites votre propre plaque de prototypage et ou votre propre plaque de production et vous avez vos objets. Vous pouvez faire des objets pour la prod. Donc encore une fois,
Ça, c'est l'ESP32. Qui est soudé sur une plaque de prototypage. Et le SP32, en fait, vous voyez, c'est vraiment ridicule en termes de taille. C'est cadencé à 240 MHz, ça a été déjà dit. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dedans, il y a une puce cryptographique qui va permettre d'avoir de l'accélération hardware pour tout ce qui est chiffrement. Si vous voulez faire du chiffrement RSA, courbe elliptique et tout ce que vous voulez, directement, il y a une puce qui va vous permettre de gérer ces opérations cryptographiques de manière hardware. Donc ça, c'est complètement ouf. Enfin, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et on va encore voir combien ça coûte, parce que ça, c'est vraiment une machine de guerre. Ça coûte 4,27 € expédition gratuite. Donc si vous n'avez rien à faire un week-end, achetez-vous ça. Même si vous voulez juste faire un Hello World, ça sera vite rentable parce que ça coûte quasiment rien, c'est complètement ouf. Et du coup, nous, on va utiliser ce microcontrôleur pour programmer. Et comme à chaque fois qu'on souhaite programmer, vous savez, il faut choisir un langage de programmation. Alors vous pouvez déjà utiliser du C ou du C++. C'est vraiment le meilleur choix si vous voulez programmer pour ce microcontrôleur, parce que c'est le SDK officiel. Qui dit SDK officiel en C dit vous avez un contrôle parfait à tout ce qui est mémoire RAM, mais aussi à tout ce qui est threading. Donc vous pouvez avoir un contrôle à tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment bien, mais qui dit C, C++ dit aussi vous écrivez énormément de boilerplate pour pas grand-chose. Donc vous avez d'autres alternatives comme le C Arduino. Le C Arduino, c'est un langage qui a été fait à la base pour les microcontrôleurs de type Arduino. Et l'avantage de la plateforme Arduino, c'est qu'elle est super scalable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée juste aux microcontrôleurs Arduino, elle s'adapte à différents microcontrôleurs, à énormément de microcontrôleurs, et vous pouvez programmer sur les ESP8266 et ESP32 avec la plateforme Arduino. L'avantage d'utiliser le C Arduino, on peut dire que le C Arduino, c'est un peu un intermédiaire entre le C et le Java. C'est un C qui est beaucoup plus haut niveau, et ça veut dire que, par exemple, si vous voulez faire des concaténations de strings, eh ben, vous n'aurez pas à allouer vous-même la mémoire. Vous faites juste un simple string plus string et puis ça devrait marcher. Vous allez écrire le minimum de code possible pour écrire des choses, mais ce n'est pas aussi puissant que d'utiliser le SDK natif, évidemment. Vous pouvez aussi utiliser d'autres langages si vous préférez écrire tout en Python, JavaScript, Lua, Go, ce que vous voulez. Et vous savez, une fois qu'on choisit notre langage, la deuxième chose à faire, c'est de choisir sur quelle IDE on va coder. Donc vous pouvez très bien utiliser Emacs et coder comme des barbus, mais vous pouvez aussi utiliser un IDE. Donc vous avez plusieurs choix. Les plus recommandés, l'IDE Arduino, c'est vraiment génial pour commencer, parce que en 2 secondes, vous allez pouvoir commencer à écrire du code immédiatement. Si vous voulez un truc un peu mieux, vous allez utiliser Platform.io, qui est une extension pour Visual Studio Code. C'est vraiment mieux parce que vous aurez accès vous pourrez faire des breakpoints, vous aurez un vrai gestionnaire de dépendance, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des tests unitaires facilement. Mais c'est un peu plus relou pour commencer. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser l'IDE Arduino, simplement parce que si on veut commencer en 2.2, c'est réglé. Donc comment on fait pour coder pour un microcontrôleur? Déjà, on ouvre l'IDE Arduino. Ce qu'on fait, on clique sur Fichier, Nouveau projet, et ça va nous générer ce fichier-là. Donc ce fichier-là, vous pouvez voir qu'il y a déjà 2 méthodes qui sont écrites. Il y a une méthode setup et une méthode loop. Et ça, c'est le contrat Arduino. C'est 2 méthodes qu'on peut imaginer, c'est des méthodes à overrider, mais elles sont déjà implémentées ici. Et c'est 2 méthodes qu'il faudra implémenter. Alors, comment ça se passe le contrat Arduino? Si vous connaissez le C ou n'importe quoi, vous savez qu'en au début, quand vous écrivez du code, vous avez votre point d'entrée d'application, qui est généralement la fonction main. Ce que fait l'IDE Arduino, quand vous allez alimenter en électricité votre microcontrôleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la méthode setup. Donc la méthode setup, ce que ça fait, c'est que ça initialise vos composants. Par exemple, nous, si on souhaite afficher un Hello World, eh ben, on va devoir initialiser l'interface série, l'interface USB. Donc pour initialiser l'interface série, on fait juste un serial.begin à 9600 baud. Mais ça, c'est juste un détail d'implémentation. Dites-vous juste que setup, c'est pour initialiser vos composants. C'est la première méthode qui va être appelée quand vous alimentez en électricité votre microcontrôleur. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on initialise la sortie USB. On initialise l'interface série. Et ce que fait l'IDE Arduino, c'est que dans une boucle infinie, il va appeler la méthode loop. Donc en fait, le contrat Arduino, c'est aussi simple que ça. Quand vous alimentez votre microcontrôleur au tout début, il va appeler la méthode setup. Setup, c'est pour initialiser des composants. Et ensuite, il va appeler cette méthode loop en permanence. Et ça veut dire que si jamais on veut écrire « Salut les codeurs », aujourd'hui, on fait un serial.println, donc print une ligne. On va écrire « Salut les codeurs ». Et puis voilà.
Donc ce que ça va faire, c'est que ça va appeler, ça va initialiser l'interface série, puis ensuite ça va appeler salut les codeurs. Mais vous savez, c'est une boucle infinie, donc ça va appeler salut les codeurs, genre peut-être des milliers de fois par seconde, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc nous, on va ajouter un petit délai de 1 seconde. Donc on fait un délai de 1000 millisecondes. Et puis voilà. Donc ça, on enlève, puisque ça, c'était juste pour vous expliquer. Donc il y a juste deux méthodes à savoir. Setup, c'est l'initialisation. Et ensuite, c'est la méthode loop qui va être appelée en permanence. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais prendre mon microcontrôleur, je vais le brancher à mon ordinateur. Et puis on va essayer de lancer ce programme et voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai cliqué ici. Donc là, c'est pour vérifier si ton code est correct et il va le compiler. Et puis là, ça va être, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le code, il va en faire une grande image, et puis il va flasher cette image sur le microcontrôleur. Donc là, on va attendre que ça compile. Et puis, quand on verra l'interface série, normalement, ça devrait afficher « Salut les codeurs » une fois par seconde. Vous pouvez voir en bas que c'est en train de s'initialiser avec la connexion série pour pouvoir flasher facilement le microcontrôleur grâce à l'interface USB qu'il y a sur la plateforme de prototypage. Et vous pouvez voir qu'ici, c'est en train de flasher le microcontrôleur 85%, 100%. OK. Donc là, on a flashé notre microcontrôleur. Et si je clique ici sur le moniteur série, je vais pouvoir voir Salut les codeurs qui s'affiche toutes les secondes. Donc vous voyez à quel point c'est simple d'écrire juste un Hello World sur un microcontrôleur. C'est même pas 10 lignes de code. C'est vous initialisez votre interface série, vous écrivez votre message et puis vous attendez une seconde. Et vous voyez que le loop est appelé en fait en permanence après. Mais bon, faire un Hello World, ça sert pas à grand chose. Enfin, on est vite limité par ça. Nous, ce qu'on aimerait sur ces microcontrôleurs, c'est pouvoir connecter des capteurs. Parce que c'est beaucoup plus cool de pouvoir faire un truc autre que juste afficher salut les codeurs ou juste faire une opération de calcul dessus qui sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai acheté un capteur de température qui est le BME 280. C'est minuscule comme ça coûte quelques euros, encore une fois. Et puis, vous pouvez voir que ce capteur-là, il a différentes broches pour pouvoir le connecter au microcontrôleur. Donc, on ne peut pas voir très lisiblement, mais au début, c'est marqué VCC et GND. C'est pour l'entrée et la sortie du courant électrique, parce que le capteur, il faut bien l'alimenter en électricité pour qu'il puisse fonctionner. Et c'est le microcontrôleur qui va alimenter le capteur en électricité dans notre cas-là. Et puis, on peut voir deux interfaces, mais on va utiliser celle-là qui s'appelle SDL et SDA, qui est de l'interface I2C. Alors, quand vous voulez connecter des périphériques électroniques entre eux, vous avez différents standards de communication. Et il y a un standard qui s'appelle I2C, donc vous n'avez pas besoin d'en savoir plus là-dessus. Mais c'est juste un standard qui utilise deux fils. Un fil pour la clock, c'est comme un métronome qui va rythmer les échanges. Et puis un fil pour la data, c'est là où toutes les données vont être envoyées. Et puis, juste avec ces deux fils-là, en fait, on va pouvoir connecter le BME 280 à l'Arduino. Alors, comment on fait pour connecter un capteur à un microcontrôleur quand on ne sait pas? Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'écris le nom de mon microcontrôleur et j'écris le nom de mon capteur. Je vais sur Google Images. Et puis, je devrais avoir un schéma qui va me dire comment connecter mon microcontrôleur. Après, je ne réfléchis pas plus que ça. Enfin, des fois, je lis un peu plus, mais vous faites ça. Et quand on peut voir un microcontrôleur la première fois, il y a plein de broches, on peut se dire putain, ça a l'air galère de connecter ça, comment je vais m'en sortir? Et en fait, c'est comme des Lego, vous avez juste à brancher, ça marche, mais c'est juste un contrat à respecter. Et puis voilà. Si vous avez un cerveau, le mieux, c'est évidemment de regarder la feuille de spécification de votre microcontrôleur. Et là, ils vont vous dire plus de choses et ils vont vous dire, par exemple, ici, que tout ce qui est I2C, donc SCL, ça se connectera sur le port 22, SDA, ça se connectera sur le port 21. Et pour le courant électrique, ça sera ici. Donc, si vous ne savez pas et vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre, regardez des articles sur Internet qui ont sûrement déjà fait pour vous. Sinon, regardez, le mieux, c'est la spécification. Et si vous faites ça, eh bien, vous pourrez savoir qu'en fait, on aura besoin de 4 fils, les deux qui seront là, un fil pour sur le port 22 et un fil sur le port 21. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter qu'on perde du temps tous ensemble, j'ai déjà connecté tout pour nous. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Freezing. Freezing, c'est super cool parce que ça permet de drag and dropper des composants pour faire des schémas qui sont assez jolis. Donc là, vous pouvez voir que j'ai drag and droppé mon microcontrôleur, j'ai drag and droppé un composant qui est équivalent à notre BME 280, et je les ai reliés entre eux. Donc vous pouvez voir que tout ce qui est VCC, donc le courant électrique, avec le fil rouge, vous voyez que je l'ai bien connecté au 3 v 3 tel que c'était spécifié ici.
Tout ce qui est sorti de la Terre, le grand, eh ben, je l'ai connecté sur le GND tel que c'était spécifié. Et tout à l'heure, on avait vu que SCL, c'était sur le port 22, SDA, c'était sur le port 21. Donc vous pouvez voir que SCL, avec le fil jaune, c'est bien connecté à la broche numéro 22. Et puis SDA, qui est le fil vert, eh ben, il est bien connecté à la broche 21. Donc ça, c'est un schéma. C'est juste, ça nous permet de clarifier un peu mieux les choses. Et puis après, vous prenez une plaque de prototypage et vous prenez vos composants et puis vous les connecter entre eux. Donc vous pouvez voir que j'ai fait exactement le même câblage que ce que vous venez de voir jusqu'à présent. Et puis on va commencer à faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va écrire du code qui va permettre au microcontrôleur de communiquer avec le capteur de température. Alors, comment on fait pour communiquer avec un capteur de température ? Eh ben, c'est simple, c'est comme si dans vos projets de tous les jours, vous voulez communiquer avec un périphérique externe, eh ben, vous aurez besoin d'une librairie. Dans l'Arduino, l'IDE Arduino, vous pouvez aller dans Outils et gérer les dépendances. Et dans Gérer les dépendances, vous pourrez écrire par exemple le nom de votre capteur. Donc moi, mon capteur de température, c'est un BME280. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans la recherche BME280. Et puis, il va me proposer plein de librairies qui vont me permettre de communiquer avec mon capteur. Donc, j'ai installé la première. J'aurais pu installer n'importe quelle autre, mais j'ai installé la première parce que voilà, je voulais pas réfléchir à plus que ça. Et puis, ce que vous faites après, et ce qui est génial dans l'IDE Arduino, c'est qu'une fois que vous installez vos dépendances, vous pouvez aller dans Fichier exemple, et la plupart du temps, vous aurez des exemples sur comment utiliser votre librairie que vous venez de télécharger. Donc là, il y a un fichier de code qui va me montrer comment utiliser la librairie qui va me permettre de communiquer avec le capteur de température. Alors le capteur de température, tout à l'heure on a vu qu'il avait plus que 2 broches, il en avait plus que ça parce que c'est un capteur qui peut se communiquer avec plein d'autres interfaces, mais on n'utilise pas ces dernières. Donc le code d'exemple va être un petit peu plus compliqué que ce qui devrait être, mais nous on va juste utiliser ce dont on a besoin et vous allez voir que c'est assez simple. Donc la première chose à faire quand vous voulez coder et utiliser une librairie, c'est de l'importer. Donc on va juste importer notre librairie. Bon, jusque là ça va. Ensuite il nous faut une instance de notre composant. Donc notre périphérique c'est un BME280, on va appeler BME, on peut l'appeler comme on veut, et puis c'est un objet de type Adafruit BME280. Donc là j'ai initialisé mon composant, j'ai instancié mon composant. Rappelez-vous dans la méthode setup, là où on avait initialisé l'interface série, c'est là où on initialise nos composants, il va falloir initialiser notre capteur de température. Pour initialiser notre capteur de température, il faut appeler la méthode BME.begin. Et puis ce qu'on peut faire, c'est que si jamais l'appel à BME.begin échoue, on va juste afficher un message. Donc là, on essaye d'appeler BME.begin et si ça retourne false, on va afficher un message. Pour simplifier les choses, on va juste mettre ça ne fonctionne pas. Voilà. Et puis là, il y a un while true. En fait, c'est pour dire, va pas appeler les méthodes loop à la fin, puisque de base, tu n'arrives même pas à te connecter avec ton capteur de température, donc ça sert à rien ce que tu vas faire. Donc on va juste afficher un message, ça fonctionne pas, et puis on va boucler infiniment pour dire, non mais mec, va pas plus loin et appelle pas la méthode loop. Mais normalement, ça ne devrait jamais arriver là, sauf si vous branchez mal vos composants. Donc là, on a initialisé notre capteur de température avec un BME.begin. Et comment je fais pour récupérer la température ? C'est aussi simple que d'appeler BME.read température. Donc on va juste mettre des températures égales et degrés juste pour que ça soit un peu plus joli et lisible. Mais c'est aussi simple que ça. Et pour l'humidité, c'est juste BME.read humidity. Et serial.println avec rien, ça affiche juste une ligne vide. Donc on va faire ça. Et normalement, ça devrait afficher la température et l'humidité, afficher une ligne vide, attendre une seconde et rappeler la température et l'humidité. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais brancher mon microcontrôleur à mon ordinateur et puis je vais essayer de flasher tout ça pour voir si ça fonctionne. Donc encore une fois, on va juste voir l'implémentation pour voir à quel point c'est simple si vous voulez communiquer avec un composant de type capteur de température. Vous avez votre include, normal. Puis ensuite, vous avez à instancier votre objet BME. Vous l'initialisez. Et puis n'importe où dans votre code, vous écrivez BME.read température et vous allez avoir accès à la température du capteur grâce au microcontrôleur. Donc là, c'est en train de flasher, ça a fini de flasher. Et si je clique sur l'interface série, on peut voir que toutes les secondes, j'ai la température et l'humidité qui s'affichent. Et c'est pas du pipeau parce que si je souffle sur mon microcontrôleur, ne faites jamais ça, c'est dégueulasse. Vous pouvez voir que ça augmente et ça fonctionne. Et c'est plutôt cool, non ? Moi, je trouve ça complètement incroyable de voir à quel point, en 10 minutes, même pas, on arrive à écrire du code
pour communiquer avec un capteur. Je trouve ça complètement incroyable, mais c'est incroyable, mais c'est pas si incroyable que ça parce que vous savez, enfin, là, nos données de température, elles sont juste dans notre microcontrôleur, on peut rien en faire de spécial. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir envoyer ces données de température sur Internet. Et ça, c'est cool puisque les microcontrôleurs de type ESP, on a vu tout à l'heure qu'ils avaient une antenne Bluetooth, une antenne surtout Wi-Fi. Et donc, qui dit antenne Wi-Fi, dit je peux très bien prendre ces données de température et puis les envoyer, soit par exemple sur un Raspberry Pi chez moi, parce que j'ai pas envie d'envoyer mes datas sur Internet, ou les envoyer sur Internet, sur un serveur local, self-hosté, ou même dans le cloud. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et si on veut faire ça, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu. Il suffit juste avec l'IDE Arduino de, par exemple, télécharger un client HTTP, d'utiliser la librairie pour envoyer des requêtes, et puis c'est fini. Donc on va essayer d'envoyer nos données dans le cloud. Et vous savez, si on veut envoyer nos données dans le cloud, vous avez plein de façons de faire. Déjà, vous avez différents protocoles de communication. Vous pouvez utiliser HTTP, qui est relativement simple. Vous faites juste des requêtes POST, par exemple, et pour envoyer des datas, et GET si vous voulez recevoir des trucs. Vous avez MQTT, qui est un protocole qui est plus optimisé pour l'IoT. Si vous connaissez pas, c'est un peu comme un event bus, si vous voulez. Vous envoyez des événements super légers, et vous pouvez en recevoir. Mais c'est niveau API, c'est pareil que, par exemple, envoyer un message, et vous avez une méthode d'envoyer un message, ça peut très bien utiliser un protocole HTTP, un protocole MQTT ou n'importe quel protocole, vous faites comme vous voulez. Mais vous avez différents protocoles de communication, et puis après, vous choisissez où vous voulez héberger vos datas, où vous voulez stocker vos datas, où vous voulez vous les envoyer. Par exemple, moi, quand je fais des projets Android, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, envoyer mes datas sur Firebase. Et pour ça, j'ai besoin d'installer un client Firebase, un SDK ou une librairie Firebase sur mon téléphone. Et puis, j'utilise cette librairie pour envoyer les datas directement chez Firebase. Je peux très bien envoyer ça sur du Google Cloud PubSub, etc. Mais un des inconvénients avec toutes ces façons de faire, c'est que par exemple, si je veux envoyer mes datas sur Firebase, eh ben, je vais devoir utiliser la librairie Firebase, qui est privatrice de liberté, qui n'est pas libre, qui n'est pas open source, qui n'est pas ce que vous voulez. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie d'utiliser des librairies comme ça. Mais vous avez quand même envie d'envoyer vos datas dans Google Cloud. Et si vous voulez envoyer vos datas dans Google Cloud Platform, mais que vous ne voulez pas utiliser des librairies propriétaires, privatrices de liberté, vous pouvez utiliser un service qui s'appelle Cloud IoT Core. Cloud IoT Core, c'est très très mal expliqué sur la doc officielle, mais c'est un service qui permet de connecter en toute sécurité des appareils partout sur Internet. Donc en fait, c'est un service de Google qui va vous permettre d'envoyer des datas dans Google Cloud. Donc si vous regardez la documentation, vous allez voir que c'est n'importe quoi parce qu'ils vous disent que si vous avez un smart tracteur ou une smart éolienne chez vous, vous pourrez envoyer des datas dans le cloud. Mais en fait, tout ce que ça veut dire, cette documentation, c'est juste que Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous fournit des interfaces HTTP et MQTT, des passerelles HTTP et MQTT, pour envoyer des datas dans le cloud. Donc, c'est-à-dire qu'avec une simple requête HTTP, je peux envoyer des datas dans Cloud IoT Core, et puis une fois que c'est dans Cloud IoT Core, c'est dans Google Cloud, donc j'en fais ce que je veux. Je peux très bien utiliser des Cloud Functions pour les rediriger, je peux faire vraiment ce que je veux. Donc on va essayer d'utiliser ce service-là, mais on ne va pas utiliser ce service directement sur le microcontrôleur. Pour bien comprendre, on va essayer déjà de connecter notre ordinateur à Cloud IoT Core et on va essayer d'envoyer des datas dans le cloud de Google. Alors comment ça fonctionne? Vous allez sur votre console Google Cloud, vous allez dans votre projet Google Cloud, le mien s'appelle IoT Core-project, et puis vous allez dans IoT Core. Dans IoT Core, la première chose que vous allez faire, c'est choisir un registry. Un registry, c'est un ensemble d'appareils. Imaginons que mon capteur de température, je vais en faire un appareil et je veux le déployer dans le commerce avec 100 000, 200 000, 300 000 ventes, etc. Donc tous mes capteurs de température, je les mettrai dans un registry. C'est genre une grosse boîte qui dit, eh ben, tous tes capteurs de température, eh ben, ils sont associés à ce truc-là. C'est comme un projet d'appareil ou un répertoire d'appareils. J'aurais pu l'appeler répertoire de capteurs de température, je l'ai appelé IoT Core-registry, mais j'aurais pu l'appeler comme je veux. Donc dans mon répertoire d'appareils, je vais devoir créer un appareil, je vais devoir enregistrer un appareil. Parce que je veux pas que n'importe qui envoie des requêtes HTTP sur ma gateway pour envoyer des données. Seuls les appareils enregistrés devraient pouvoir envoyer des datas. Donc je vais enregistrer mon appareil sur Cloud IoT Core. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire le nom de son appareil. Je vais l'appeler ESP32. Et puis on va spécifier quel type de chiffrement il va utiliser. Parce que, vous savez, ça va envoyer les choses de manière sécurisée. Et puis,
Pour bien prouver que le microcontrôleur est bien la bonne personne, eh ben, ça va utiliser du chiffrement asymétrique, qui est un autre standard. Donc on va juste utiliser du chiffrement asymétrique pour signer le message, et puis on va juste filer notre clé publique à Cloud IoT Core. Si le message signé par la clé privée correspond au message déchiffré, enfin chiffré avec la clé privée et déchiffré avec la clé publique correspondent, eh ben, ça veut dire que c'est bien le bon appareil qui essaye de contacter avec Cloud IoT Core. Donc, on va devoir générer des clés asymétriques. Et bon, pour générer des clés asymétriques, c'est pas très intéressant, mais vous utilisez OpenSSL parce que c'est facile. Vous faites OpenSSL, je vais me générer une clé privée à base d'elliptic curve, et à partir de cette clé privée, eh ben, je vais me générer une clé publique. Donc, je vais lancer mon script pour me générer des clés. Ça va me générer une clé publique, une clé privée. Je vais copier ma clé publique à Google Cloud Platform. Donc Google Cloud Platform va être au courant de la clé publique de mon appareil. C'est pas du RSA, c'est une clé elliptic curve qui est un peu plus optimisée, mais vous pouvez utiliser le chiffrement que vous voulez. Et puis je vais sauvegarder. Donc là, j'ai juste généré un combo clé publique, clé privée. Et comment on va faire pour envoyer des datas avec cette clé vers les serveurs de Google? Eh ben, on va utiliser encore une fois un standard du web qui s'appelle des JSON Web Token. Alors un JSON Web Token, si vous ne savez pas ce que c'est, très grossièrement, c'est un token au format JSON. Donc c'est un objet JSON. Dans cet objet JSON, par exemple, on spécifie quand est-ce que le token a été créé, quand est-ce qu'il va expirer. Donc mon token expirera dans 60 minutes, donc dans 1 heure, il faudra que je le renouvelle. Enfin, ça se renouvellera automatiquement. Et puis l'audience, qui est l'identifiant du projet Google Cloud Platform. On prend cet objet JSON, on va utiliser notre clé privée, et puis on va chiffrer cet objet JSON. Et puis, très grossièrement, ça fait un JSON Web Token. Donc, vous voyez, là, j'ai généré un JSON Web Token avec du Python, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle librairie ou n'importe quel code que vous voulez pour générer un JSON Web Token. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, on appelle notre code Python. Et puis, ça me génère un JSON Web Token. À partir de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser l'API, la gateway HTTP de Cloud IoT Core. Donc ce que je fais, c'est j'écris un message. Donc là, je fais salut les codeurs. Ouais, il n'y a pas de point de virgule, heureusement. Donc j'écris j'ai spécifié mon JSON Web Token, j'écris un message. Mon message, je le signe en base 64. Et en fait, envoyer des datas dans Google Cloud Platform, c'est aussi simple que de faire une requête HTTP de type POST en spécifiant dans les headers mon token JWT. Et puis, en envoyant ma data, qui est en fait ma data, mon message signé en base 64. Donc j'ai écrit salut les codeurs, je signe en base 64. J'utilise n'importe quel client HTTP, donc là j'ai utilisé curl parce que je suis sur mon ordinateur. Et je fais une requête POST sur la gateway fournie par Cloud IoT Core, qui est cloudIoTdevice.googleapis.com / machin, où il y a la région Google Cloud, le registry qui est l'ensemble d'appareils, et puis notre numéro d'appareil. Notre appareil, il s'appelait ESP32, vous savez, quand on l'a créé tout à l'heure. Donc c'est ça. Si j'avais un appareil qui s'appelait ESP8266, eh ben, pour que mon ESP8266 ait accès à Cloud IoT Core, eh ben, ça serait /IoTcore-registry /devices /ESP8266. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer ce code-là, qui est l'interface HTTP. Donc ça retourne JSON vide, ce qui est plutôt bon signe. Et ensuite, je vais utiliser Google Cloud PubSub. Je vais faire Google Cloud PubSub, je récupère tous mes messages qui ont été envoyés dans Google Cloud Platform. Et donc là, si je le query, je devrais pouvoir voir le message que j'ai envoyé via HTTP. Alors, ce que fait Cloud IoT Core, c'est dès qu'il reçoit un message via la gateway HTTP ou MQTT, il va automatiquement forwarder ce message dans un topic Google Cloud PubSub. C'est-à-dire que votre message va être quelque part dans un service Google qui est encore une fois une sorte de bus d'événements. C'est comme un RabbitMQ ou un Kafka, ce que vous voulez. Et donc là, vous pouvez récupérer, ou du MQTT, vous pouvez récupérer votre message facilement. Et là, par exemple, quand j'ai fait ma requête HTTP, j'ai envoyé mon message, et juste en faisant en query Google Cloud PubSub, je peux voir que mon message est sur le cloud. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça veut dire que Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui permet, avec une simple URL HTTP, d'envoyer des datas depuis n'importe quel appareil sur le cloud de Google. Et vous voyez que là, c'est vraiment simple. J'ai utilisé un ordinateur, j'ai fait un appel post en curl, mais j'aurais très bien pu aussi utiliser un client MQTT. Donc là, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais si jamais vous pouvez le voir, là, je spécifie mon JSON Web Token, mon message, et puis là,
je vais utiliser un client MQTT, donc j'utilise Mosquito, et puis je vais envoyer mon message de la même façon. Donc ce n'est pas la même API puisque ce n'est pas la même interface de communication, mais vous voyez que c'est aussi simple que d'utiliser des standards de l'Internet, du HTTP ou du MQTT et des JSON Web Tokens pour envoyer des datas dans Google Cloud Platform. Et vous n'avez pas besoin d'installer un SDK propriétaire ou ce que vous voulez, vous utilisez vraiment juste du HTTP et du JWT. Qui dit standard de l'Internet dit n'importe quel appareil ayant accès à du TCP peut envoyer des datas dans Google Cloud Platform, puisque finalement, il suffit juste si jamais ton appareil a un client HTTP et puis qu'il sait chiffrer des choses, eh ben, il peut envoyer des datas dans le cloud. Et les microcontrôleurs, comme n'importe quel autre type d'appareil, ils savent faire ça très facilement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, là, c'est qu'on va essayer de prendre nos datas de température qu'on a vues tout à l'heure, et puis on va essayer de les envoyer dans Cloud IoT Core. Alors pour simplifier un petit peu, on va prendre un code qui existe déjà. Je vais le déployer parce que le temps de build va être un petit peu long. Et pendant que ça déploie, on va essayer de voir comment faire pour faire exactement la même chose. Donc, je vais essayer d'ouvrir mon projet. Ok. La première chose à faire, vous savez, c'est qu'il va signer des... vous avez besoin de générer un JWT qui dit avoir besoin de générer un WT, dit votre microcontrôleur a besoin d'avoir accès à la clé privée. Donc on va juste utiliser OpenSSL pour nous filer la clé privée. Et puis à partir de cette clé privée, on signera le JWT. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de flasher le projet et on va voir l'implémentation juste après. Donc encore une fois, vous savez, tout à l'heure avec le capteur de température, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste utilisé outils, gérer les dépendances, installer les dépendances, et on avait écrit BME 280. Et bien là, c'est pareil, vous allez dans outils, installer gestionnaire de dépendances, et vous écrivez Cloud IoT Core. Et une fois que vous écrivez Cloud IoT Core, vous allez installer la librairie qui va vous permettre d'envoyer des datas dans Google Cloud Platform. Donc, les Cloud IoT Core. Hop, vous installez la librairie qui s'appelle Cloud IoT Core JWT. Elle est déjà installée. Et puis encore une fois, vous allez dans Fichier, Exemple, et vous allez avoir un code d'exemple pour utiliser Google Cloud IoT Core. Et donc ce code d'exemple, il va vous dire que, par exemple, si j'ai envie de faire en sorte que mon capteur communique avec Google Cloud Platform, comme avant on avait utilisé un header, là on a encore besoin d'importer notre librairie. Donc on va importer notre librairie MQTT. Ensuite, rappelez-vous, le setup, c'est là où on initialise nos composants. Donc dans le setup, avant ce qu'on avait fait, rappelez-vous, on avait juste appelé bme.begin pour initialiser notre capteur de température. On avait aussi fait serial.begin pour initialiser notre interface USB. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette méthode-là, setup Cloud IoT, qui va initialiser Cloud IoT Core. Alors si on veut regarder l'implémentation, vous n'avez jamais à toucher à l'implémentation, mais si vous voulez voir ce que fait Setup Cloud IoT, qu'est-ce que ça fait? La première chose que ça fait, c'est ça setup le Wi-Fi. Donc ça va essayer de se connecter, faire en sorte que le microcontrôleur se connecte au Wi-Fi avec votre SSID, etc. Ensuite, ça initialise un client MQTT qui va permettre d'envoyer des datas, mais ça aurait pu très bien initialiser un client HTTP si on voulait, mais MQTT c'est un peu plus optimisé. Et puis ça initialise le client MQTT avec les datas qui viennent de votre projet Cloud IoT Core. Donc votre projet Google Cloud Platform, vous spécifiez votre project ID, le nom de votre appareil, etc. Vous connaissez. Et donc à chaque fois qu'on veut envoyer des messages sur Internet, la première chose à faire dans le loop, c'est de mettre ce boilerplate là. Donc vous le mettez et vous n'avez plus jamais à y toucher. C'est un code qui va vous permettre de persister une connexion MQTT pour pouvoir faire en sorte que l'appareil soit toujours connecté à MQTT s'il veut recevoir des messages de Google Cloud à tout moment. Et puis si jamais il n'est pas connecté à la gateway MQTT de Cloud IoT Core, on va juste appeler la méthode connect. Et ensuite, donc ça c'est juste du boilerplate, vous l'écrivez une fois et vous n'avez plus à y toucher. Et maintenant, à chaque fois que vous allez vouloir envoyer vos datas, donc par exemple nos datas de température, ici je les ai formatées dans un JSON parce que ça va être plus facile à parser server-side, mais j'aurais pu très bien juste envoyer ma data de température, je les ai mis dans un format de sérialisation de type JSON. Et puis donc là ce que je fais, c'est que mon payload JSON, je l'affiche sur l'USB, juste pour sur la sortie, sur l'interface série, juste pour vérifier que ça fonctionne. Et puis j'ai juste à avoir appelé cette méthode-là. À tout moment, j'appelle publish télémétrie.
Et puis, cette méthode-là va permettre d'envoyer un message dans Google Cloud Platform. Donc, envoyer un message dans Google Cloud, c'est aussi simple que d'avoir un import, initialiser le Wi-Fi et puis MQTT, mais en fait, vous n'avez pas à le faire, vous avez juste à spécifier dans des variables votre SSID et machin, et puis appeler cette méthode-là. Et puis, vous appelez cette méthode-là à tout moment. Et donc, en quelques lignes seulement, on devrait pouvoir avoir accès à tout le potentiel de Google Cloud Platform. Donc, je vais essayer, là, de redémarrer mon microcontrôleur. Et ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait essayer de se connecter au Wi-Fi. Il s'est connecté au Wi-Fi, il récupère un JSON Web Token, donc il signe le JSON Web Token, et puis il va envoyer des messages maintenant dans Cloud IoT Core. Donc là, juste avec le publish télémétrie, toutes les 5 secondes, j'envoie ma température et mon humidité actuellement sur Google Cloud Platform. Et ça, c'est super parce que vous voyez, juste en une ligne, j'ai eu à l'écrire. Bon, il y a une initialisation évidemment au début, mais qui n'est pas énorme. Et maintenant, elles sont dans Cloud PubSub. Si nos datas sont dans Google Cloud PubSub, on en fait ce qu'on veut. Vous pouvez très bien faire des Google Cloud Functions qui sont des tout petits bouts de code qui vous permettent de prendre vos datas depuis Google Cloud PubSub et puis les persister ailleurs. Si vous voulez, je peux essayer de vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, une Google Cloud Function. Donc, c'est juste, on peut utiliser des Google Cloud Functions, on peut les écrire en Go, en JavaScript, en Python. J'ai écrit juste une Cloud Function en JavaScript. Vous pouvez voir qu'en fait, c'est une fonction qui, à chaque fois que ça listen sur PubSub, et à chaque fois qu'il y a des messages qui viennent de PubSub, c'est de l'événementiel, donc vous voyez, on observe notre topic Google Cloud PubSub. À chaque fois qu'il y a des messages, ce que je vais faire, c'est que je vais parser mon message. Donc j'ai juste mon message en JSON, et je vais récupérer ma température et mon humidité, et je vais les sauvegarder dans Google Cloud Firestore. Parce que c'est facile. Persister des datas dans Firestore, c'est aussi simple que juste cette ligne de code-là, c'est-à-dire juste persister un document. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans Firestore, et puis je devrais pouvoir voir les messages qui viennent depuis mon microcontrôleur toutes les 5 secondes. Donc je vais dans Cloud Firestore, Firebase Cloud Firestore, qui est une base de données NoSQL dans le cloud. Vous pouvez très bien persister où vous voulez, mais là je les ai persistés dans Firestore. Et on peut voir que toutes mes 5 secondes, j'ai un événement qui pop. Et cet événement-là, il contient la température et l'humidité. Ça, c'est vraiment cool parce que en quelques lignes seulement, le microcontrôleur, il a réussi à envoyer des datas dans Google Cloud Platform. Et puis là, elles sont dans Firebase. Puisque mes datas sont dans Firebase, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien, par exemple, utiliser Firebase Hosting. Firebase Hosting, c'est un service qui permet d'héberger un site statique avec CDN très facilement. Donc là, j'ai juste hébergé un site statique avec un plotly qui permet de générer des graphiques. Et normalement, je devrais avoir les graphiques de mon microcontrôleur en temps réel, mes datas de température, etc. Encore une fois, si je souffle dessus, ça devrait monter. Voilà, vous voyez. Donc ça veut dire que ça fonctionne et ça fait plaisir. C'est cool, non? Franchement, je trouve ça incroyable. Voilà. Donc nos datas sont dans PubSub, sont dans Firestore, en quelques lignes seulement, et c'est pas du pipeau parce que vous savez quand j'ai soufflé tout à l'heure, on a bien vu que ça marchait. Mais vous savez, ça c'est cool, mais on peut pas trop se la péter avec ça. Et moi dans la vie, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est me la péter de manière générale. Et donc ce que je fais pour ça, j'utilise pas mal Instagram. Vous savez, parce que sur Instagram, tu as beaucoup de gens qui prennent des photos d'eux sur la plage et qui font regarder, je suis sur la plage ou je suis à Dubaï parce que j'ai de l'argent, et tu peux mettre un filtre sur Insta qui met la température qu'il fait actuellement. Donc regardez, je suis sur la plage, il fait 32 degrés. Donc pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose finalement? Et une des façons de s'appliquer, c'est de prendre n'importe quel objet et connecter au cloud de Google. Donc moi, j'ai utilisé des lunettes que j'ai connectées à Cloud IoT Core de la même manière, puisque Cloud IoT Core, c'est un service qui permet de connecter n'importe quoi facilement. Et donc là, il fait 24 degrés 7. Mais si je souffle, au bout de 5 secondes, ça devrait changer à 25,3. Donc vous voyez que ça fonctionne, ça devient. Ouais, cool. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est incroyable parce que vous savez, on a tout fait depuis from scratch. Là, on a tout fait from scratch juste en quelques minutes. On a déjà fait un Hello World, puis on a récupéré nos datas de température, on les a envoyés dans le cloud de Google, puis on les a persistés sur Firebase, puis on a connecté. Enfin, moi, au préalable, j'avais connecté ces lunettes à Firebase pour récupérer les datas qui viennent de PubSub. Et puis, je trouve ça incroyable. Mais on peut pas encore se la péter totalement parce que ça, c'est un peu dégueulasse en fait. Enfin, on en est encore à l'étape du prototype là. Vous voyez, je peux pas genre mettre ça dans ma maison et puis
Et puis, si on entend les ondes radio, là, c'est rigolo. Et je peux pas juste mettre ça dans ma maison, c'est dégueulasse. Et je peux encore moins le vendre à des clients. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un vrai projet à partir de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à partir de Freedzing, qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, Freedzing, c'est un outil qui permet de faire des super beaux graphiques. Mais vous pouvez voir que vous avez aussi un onglet PCB. Et l'onglet PCB, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir de votre drag and drop de composants, eh ben, il va vous générer automatiquement un PCB prêt à être imprimé. Et donc, vous avez juste à cliquer sur PCB. Vous pouvez changer l'orientation de vos fils si vous préférez ou s'ils se croisent, ce qui est pas ouf. Et vous cliquez sur Export pour PCB. Et ça va vous générer un fichier zip que vous pourrez uploader sur un service en ligne. Alors, vous savez, nous, on va faire un PCB. Alors, vous pouvez très bien faire vos PCB vous-même. C'est super facile de faire un PCB par soi-même. Vous prenez une plaque de cuivre, vous prenez une imprimante laser, vous vous impliquez pour faire votre schéma, vous collez les deux ensemble, vous tracez votre schéma sur votre plaque de cuivre, vous utilisez plein de produits chimiques. Puisque vous utilisez plein de produits chimiques, vous tombez malade et à la fin, vous avez votre PCB. Donc ça, c'est super cool. Mais si vous êtes un peu plus fainéant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser un service en ligne. Donc moi, j'utilise pas mal PCB Web, mais vous en avez d'autres, vous avez Aisler, etc. Et ce service en ligne, en fait, ce qu'il vous fait, c'est que vous avez juste à exporter le fichier zip, là, à l'uploader sur votre compte interface PCB Web, et ça va vous permettre de générer des PCB facilement, et c'est assez abordable. Donc, par exemple, moi, je me suis généré, à partir de ce schéma-là, je me suis généré ce PCB-là. Donc, vous voyez qui est la même chose. Là, on peut vraiment voir les câbles que j'ai dessinés avec Freedzing. Et ça, c'était les trous, ils sont faits automatiquement grâce au drag and drop. J'avais drag and droppé un microcontrôleur. Et du coup, quand il me génère mon PCB, il me génère automatiquement les trous sur mon PCB. Donc, j'ai généré ça. Et en fait, moi, j'aime bien utiliser des services en ligne parce que c'est d'autres personnes qui tombent malades à votre place. Parce que je n'ai pas spécialement envie de tomber malade juste pour imprimer un PCB, juste pour vous faire plaisir. Et vous voyez, j'en ai imprimé 5. Ça m'a coûté 5 $. Donc, $1 par PCB. Vous avez un minimum de commandes, donc j'ai dû en commander 5. J'ai eu des frais de port de folie parce que j'étais un peu dans le rush et il me les fallait genre pour 2 jours après. Donc, j'ai utilisé un transport qui coûte beaucoup trop cher. Mais si vous utilisez des transports un peu plus longs, recevoir un PCB dans 2-3 semaines, et ben ça va vous coûter quasiment rien. Et ça, c'est super cool parce que vous prenez votre PCB, et ben après, vous avez juste à souder vos composants sur la PCB. Donc, vous mettez votre microcontrôleur, vous mettez votre capteur de température, et puis vous passez d'un truc dégueulasse à un truc qui est beaucoup plus stylé. Donc ça, c'est vraiment... moi, je trouve ça incroyable parce que faire ça va coûter $1 en vrai. Bon, ça coûte un peu plus cher parce que tu as la livraison, mais vous pouvez faire votre PCB plutôt que d'avoir ça. Et ça, vous pouvez le mettre chez vous. Vous pouvez le mettre chez vous, mais c'est encore... Enfin, on ne va pas laisser traîner des PCB chez nous parce qu'on est un peu plus sérieux. Donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est générer par exemple, générer une boîte. Ça serait vraiment stylé pour pouvoir avoir un vrai objet. Donc, je vais quitter tout ce qui sert à rien, parce que j'ai un ordi qui n'est pas très puissant. Et je vais lancer Autodesk Fusion 360. Alors, Fusion 360, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de créer des objets 3D. Et c'est un outil, personnellement, que j'aime bien, déjà parce que c'est gratuit. Donc, tu n'as pas à payer si tu l'utilises à des fins personnelles. Et vous demandez une licence et tous les ans, vous la renouvelez. Et généralement, ils font pas chier. Ils sont très contents de vous filer ça tant que vous ne gagnez pas de l'argent. Et puis, vous pouvez faire vos propres objets 3D de manière très simple. Parce que généralement, quand vous voyez la modélisation 3D, vous vous dites toujours « Putain, ça a l'air relou de ouf ». Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de lancer Fusion 360 et on va essayer de créer une boîte pour notre PCB, pour que ça soit un peu plus stylé. Donc, la première chose à faire quand vous lancez Fusion 360, c'est d'attendre, parce que c'est toujours un outil qui prend beaucoup de temps. Et ensuite, donc là, vous pouvez voir en haut que c'est marqué que c'est gratuit pour une utilisation personnelle. Donc, encore une fois, ça ne va pas vous coûter très cher. Et là, vous avez votre plan de travail. Dans notre plan de travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur... Donc là, on peut voir notre plan de travail, on peut voir une boîte qui est la représentation 3D de notre surface de travail actuelle. Donc là, je vais sur mon plan de travail. Vous pouvez voir que je peux le déplacer comme ça. Donc là, je vais me mettre sur le haut de mon dessin. Et je suis un gamin, je vais dessiner un rectangle très facilement. Donc je clique juste sur créer un rectangle à partir d'un point central. Je crée un rectangle à peu près comme ça, de 80 cm, 8 cm, 80 mm, c'est bien, fois 180.
Donc on va faire un rectangle. Donc là, vous voyez, mon rectangle, il est aussi plat que la Terre. C'est pas encore un objet 3D, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'extruder. Et l'extruder, ça veut dire donner de la profondeur. Donc là, je peux donner de la profondeur. Donc on va le mettre à 8 cm de hauteur. Donc ça y est, en 2-2, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cube, un cube, mais c'est un cube plein, donc ça sert à rien. Ce que je pourrais faire, c'est que je fais un autre rectangle. On va essayer. Donc on va essayer de faire un autre rectangle ici. Et puis on va... je ne vais pas faire des dimensions de ouf, hein, parce qu'on n'a pas tout notre temps, mais on va créer un nouveau dessin. Donc encore une fois, je vais créer un petit dessin. Je crée un rectangle à partir d'un point central. Et puis on va dessiner notre rectangle et puis on va l'extruder, mais de manière inversée. Donc, ok, je crée mon rectangle à partir d'un point central, je choisis mon point central, un peu comme ça, c'est cool. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon sketch. Et puis, donc là, j'ai encore dessiné un rectangle, et donc je l'extrue de manière inversée. Et vous pouvez voir que si on l'extrude de manière inversée, eh ben, ça enlève des choses à notre dessin. Donc ça nous fait une boîte. Après, la boîte, elle est un petit peu dégueulasse, donc on va prendre les arêtes. Et puis, on va arrondir un peu les contours. Parce que c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc on va créer un filet. Et puis voilà, on va faire un petit truc comme ça. C'est joli comme ça. Hop, c'est stylé. Voilà. Et donc là, j'ai créé une boîte. Ensuite, je vais sur mon body, je fais un clic droit, exporter en tant que STL. Et c'est un fichier, un format de fichier qui va être pas mal pour des slicers. C'est des outils pour les imprimantes 3D qui vont vous aider à imprimer ça en 3D super facilement. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc je peux vous montrer ce que j'ai fait en détail. Donc là, j'ai fait une boîte et j'ai fait exactement comme ce que je vous ai montré. Donc j'ai créé les dimensions de ma PCB, j'ai fait des trous pour laisser passer le câble d'alimentation, je me suis fait un couvercle, et puis après j'ai mes deux fichiers STL que je peux imprimer, et puis je les ai imprimés avec une imprimante 3D, donc ça c'est un timelapse, ça va pas aussi rapidement que ça, mais vous voyez l'idée. Et puis ça m'a généré cette boîte-là. Et du coup, cette boîte-là que j'ai créée avec Fusion 360, je mets ma PCB à l'intérieur, hop, je ferme, je mets ça chez moi, et puis c'est super cool. Alors ce que je veux vous montrer en fait aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer à quel point on a de la chance en ce moment, parce qu'on vit vraiment dans un monde où prototyper c'est super facile. Genre c'est accessible à tous. Il y a 5 ans, 10 ans, enfin il y a 10 ans, 20 ans, si vous vouliez faire tout un objet, ça allait vous coûter des dizaines de milliers d'euros, etc. Là, vous prenez votre microcontrôleur que vous achetez pour moins cher que d'envoyer une lettre, vous pouvez écrire du code dessus, ensuite vous pouvez envoyer des données dans des services cloud, vous pouvez ensuite faire vos PCB pour quelques dollars, vous pouvez faire vos objets, en fait vous pouvez tout faire from scratch. Alors là, on n'avait pas beaucoup de temps, donc c'était juste une façon rapide de vous montrer tout ce qu'on peut faire, mais c'est un projet un peu nul. Mais imaginez si en 40 minutes, 50 minutes, on peut faire genre un outil final qui vous fait des capteurs des dates qui vous met vos datas de température. Typiquement, moi j'ai ça chez moi depuis 1 an et j'ai toutes mes données et je peux voir la différence avec la température l'année dernière, etc. pour voir l'isolation de mon appart, etc. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous-même from scratch et ça vous prend pas tant de temps que ça. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez aller là-dessus. Et si jamais vous voulez voir tout ce que vous avez vu aujourd'hui, mais vous voulez tout refaire chez vous, par exemple le temps d'un week-end, vous voulez faire exactement la même chose, vous allez sur ce site-là et vous avez pas mal d'articles. Alors le premier article, ça va vous expliquer comment créer votre PCB, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, comment l'imprimer, comment faire un objet 3D. Le deuxième article, il va vous montrer comment connecter un truc à Cloud IoT Core. Le troisième article, si vous n'aimez pas hoster vos data dans Google Cloud Platform, ça va vous montrer comment hoster vos data vous-même dans un propre Raspberry Pi dockerisé à la maison. Donc n'hésitez pas à regarder ce site-là si vous voulez faire exactement la même chose que ce que vous avez vu aujourd'hui, mais vous voulez juste le faire à votre propre rythme. C'est-à-dire vous prenez un week-end, 2 week-ends, et vous pourrez faire la même chose parce que c'est facile. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et si vous avez peut-être 1 ou 2 questions. On va être très short pour les questions. S'il y a quelqu'un qui a une question rapide, on va la prendre. J'ai une question très rapide. Tu as parlé à un moment donné de stocker ton SSID, j'imagine ta clé aussi Wi-Fi dedans. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'elle doit être stockée dans le composant? Est-ce qu'on peut la réextraire de ça? Est-ce que quelqu'un mal intentionné pourrait la réextraire?
Est-ce que quelqu'un l'a introduit pour la réextraire? Enfin, non, est-ce que quelqu'un pourrait se connecter à l'appareil et réextraire la clé Wi-Fi, par exemple? Alors, tu peux toujours faire un flash de ton... Donc, typiquement, là, ma clé, elle est dans le cloud. Pardon, elle est dans mon code. Donc, tu peux très bien prendre un dump de la ROM, flash, le dumper, analyser, regarder les symboles, et puis tu trouveras ta référence. Tu as aussi un espace sécurisé dans ces microcontrôleurs là où tu peux stocker des datas privées. Donc tu peux le faire aussi, mais pas tous. Par exemple, je ne sais pas si tous les contrôleurs le permettent, mais certains peuvent, si jamais tu veux vraiment des trucs sécurisés. Pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Genre, vous envoyez vos questions comme ça, je serais ravi d'y répondre. Encore merci. Merci beaucoup.